Alors, je sens que il y a des gens qui s'impatientent, en particulier chez nos plus jeunes auditrices. Donc, il est raisonnable de débuter. Est-ce que vous entendez bien dans le fond? Ça va? Ok. Parce que l'acoustique de cette salle est un peu particulière. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup à vous d'être présents et présentes aussi nombreux et nombreuses à cette rencontre. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Je m'appelle Étienne Hanheim, je suis historien et par ailleurs directeur des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Je serai donc votre commandant de bord ce soir pour l'heure et demie de vol que nous allons passer ensemble, ou plutôt de traversée maritime, en compagnie de nos collègues et autrices Gillian Weiss, Meredith Martin et de Guillaume Calafat. Alors je voudrais commencer par remercier beaucoup l'organisation des Rendez-vous de l'Histoire de Blois et en particulier Hélène Renard, avec qui nous avons échangé pour l'organisation de cette rencontre, et me réjouir de pouvoir présenter ce livre, Le Roi Soleil en mer, un livre qui vient de paraître il y a seulement quelques mois aux États-Unis et qui est donc le fruit d'un travail particulièrement intense pour arriver à avoir une édition française dans un délai aussi serré, pour précisément pouvoir le présenter à ces Rendez-vous de l'Histoire de Blois consacrés à la mer. Un livre paru dans une collection qui s'appelle Représentation et dont vous verrez que c'est une collection particulièrement richement illustrée du point de vue iconographique, qui a été traduit par Elie Stroglitch, qui a été édité par Marie Laborie, Séverine Guiton et Mylène Verrier, dont le graphisme a été conçu par Anne Coulmic-Renaud et qui est vraiment un des projets autour desquels nous avons beaucoup travaillé au cours des derniers mois. Un projet passionnant dont le sous-titre « Art maritime galérien et galérien dans la France de Louis XIV » annonce déjà une forme de renouvellement problématique. Et c'est juste quelques mots par lesquels je voudrais introduire le livre qui vont vous l'expliquer, parce que une des choses qui nous intéressait quand on est un éditeur universitaire francophone, c'est de donner à lire des problématiques et des méthodes qui ne sont pas toujours celles qui sont appliquées, y compris sur des objets apparemment très familiers, comme la France de Louis XIV. Et nos collègues aux États-Unis sont nombreuses à travailler sur le monde français, mais en portant un regard qui est parfois un regard différent. Alors là, grâce à deux autrices, Meredith Martin, qui est historienne d'art, qui est professeure à New York University, et Gillian Weiss, qui est historienne, qui est professeure à la Case Western Reserve University, que je remercie beaucoup toutes les deux d'avoir fait le voyage en France pour venir, entre autres, présenter ce livre, et que je remercie aussi tout de suite pour nous avoir fait l'amitié de parler en français. Et donc, je sais que ça n'est jamais tout à fait facile, et vraiment, nous en sommes très heureux. Alors, il s'agit d'un projet qui se distingue d'abord par sa perspective interdisciplinaire, puisque c'est un projet qui rassemble à la fois une historienne et une historienne de l'art. Mais que c'est aussi un projet qui propose un regard sur Louis XIV, qui est donc, tout à l'heure, certains d'entre vous ont peut-être assisté à un débat autour de Pierre Nora, Michel Vinocq et Mona Ozouf, où il a été beaucoup question de France, d'identité et de lieux de mémoire. Bon, Louis XIV est un de ces lieux de mémoire, mais ici c'est un lieu de mémoire qu'on va revisiter, je dirais, dans une perspective qui n'est pas celle de l'héritage national classique, et qui est d'abord celui de la question de l'esclavage, en particulier de l'esclavage musulman et de ses expressions sociales, politiques, mais aussi visuelles dans la France du XVIIe siècle. Et je souligne cet aspect parce que il ne s'agit pas de nourrir ici aucun, disons, complexe d'infériorité du point de vue historiographique, mais de souligner simplement l'importance des décalages. Aux éditions de l'EHESS, on a déjà traduit il y a 3 ans un livre sur Saint-Louis et les convertis musulmans qui s'appelait La prunelle de ses yeux de Bill Jordan. Et je crois que c'est intéressant et important de voir qu'un certain nombre de questions, qui sont des questions qui se posent à travers des problématiques postcoloniales ou minoritaires, sont construites dans un décalage historiographique à partir de méthodes moins interrogées ou moins fréquentées du point de vue de ce qui se fait traditionnellement en France. Alors, on pourra discuter sur ce point, et c'est un des intérêts de le discuter, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse ici, c'est moins de dire
c'est nouveau, c'est différent, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire, que de dire qu'est-ce que produit, en termes de sciences sociales, un décalage de regard, c'est-à-dire comment des méthodes qui viennent à la fois de disciplines croisées, mais aussi d'interrogations qui se sont nourries de recherches théoriques qui ne sont pas forcément celles de la culture académique européenne ou française, peuvent produire. Alors, il y a un intérêt également en France pour ces questions. On a un certain nombre de gens parmi nos collègues qui travaillent dessus. Je peux évoquer, ne serait-ce que pour des choses qui concernent directement ce travail, les recherches d'Anne Lafont, celle de Charlotte Guichard qu'on aurait aimé avoir avec nous pour discuter, mais qui se trouve, elle, être actuellement à New York, la thèse qui commence et le master auparavant de Pauline Roca, ou le travail de Guillaume Calafate, justement, maître de conférence à l'Université de Paris 1, qui nous a fait l'amitié d'être là. Alors bon, il est là dans un débat sur deux à Blois, donc c'est quelque chose d'assez banal. Mais malgré tout, l'amitié d'avoir trouvé un petit créneau pour se libérer et pour discuter avec nous de cet ouvrage. Alors, dans le temps que nous avons, nous allons tout d'abord inviter Meredith et Gillian à présenter en une vingtaine de minutes, enfin le temps qui sera nécessaire, leur ouvrage, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'elles y développent, de ce qu'elles y montrent. Et puis ensuite, Guillaume pourra dialoguer avec Meredith et Gillian pendant un certain temps autour des grands enjeux de ce livre, et puis on essaiera de prendre le temps d'avoir aussi des questions avec vous si vous avez des interrogations, des points de précision. Et à la fin, il y aura quelques exemplaires, si certains et certaines sont intéressés, qui sont à vendre et que nos invités pourront signer. Voilà, alors je vous laisse tout de suite la parole en vous remerciant encore une fois toutes les deux d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci Étienne. Bonjour, bonsoir. Ça va au fond? Oui, d'accord, ok. Je m'appelle Meredith Martin et Gillian et moi sommes très heureuses de vous présenter aujourd'hui la version française de notre livre Le Roi Soleil en mer, art et galérien dans la France de Louis XIV, dont l'édition originale en anglais est parue en janvier de cette année. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude aux éditions de l'EHESS et Étienne, surtout, et aussi Guillaume, qui ont rendu possible la traduction de livres et permis que le public français connaisse notre travail. Ce que nous aimerions faire aujourd'hui, c'est en premier lieu vous raconter comment nous en sommes venus à coécrire le livre et en deuxième lieu, vous exposer certaines des idées que nous défendons. Notre collaboration a commencé il y a environ 10 ans lorsque j'ai préparé une course sur Versailles et que je suis tombée sur cette image dans une recherche Internet du plafond de la galerie de glace. Je pensais bien connaître la décoration de cette salle, mais je n'avais jamais remarqué cette peinture auparavant. Je savais qu'il s'agissait d'une sorte de scène portuaire avec des bateaux à l'arrière-plan et au premier plan, Louis XIV soumettant 3 personnages enchaînés à la peau sombre et portant des turbans. J'ai donc envoyé un courriel à mon amie Gillian, qui avait écrit un livre sur la course en Méditerranée au début de la période moderne et plus particulièrement sur la captivité des Français au Maghreb. Je lui ai demandé si elle savait de quoi il s'agissait. Elle ne connaissait pas cette image, mais elle l'a identifiée comme représentant le phénomène inverse, des individus qui l'ont appelé à l'époque esclaves turcs ou simplement turcs, même si la plupart n'étaient pas originaires de Turquie, mais étaient originaires du Maroc, ainsi que des territoires contrôlés par les Ottomans en Afrique du Nord, en Asie et en Europe centrale. Ces soi-disant Turcs étaient majoritairement musulmans, mais il y avait aussi parmi eux des Grecs orthodoxes et des Juifs. Sous les règnes de Louis XIV, des milliers de personnes provenant du pays d'Islam ont été capturées et achetées sur les marchés aux esclaves méditerranéens pour être mises à la rame sur les galères du Roi Soleil. Celui-ci se voyait comme un nouveau César ou un successeur du croisé médiéval. Il avait
il avait fait construire à Marseille une flotte de galères pour intimider les corsaires du Maghreb, appelés barbaresques, et protéger le commerce méditerranéen. Ce médaillon, en particulier, réalisé par le premier peintre de Louis XIV, Charles Le Brun, représente le rétablissement de la navigation en 1763, après que la monarchie ait soi-disant nettoyé la Méditerranée des corsaires. Sa position à hauteur de plafond, qui le rendait peu visible, ainsi que le fait que nous n'ayons trouvé que très peu d'écrits à son sujet, nous ont donné envie d'aller plus loin, en essayant de comprendre comment l'esclavage aux galères et sa représentation ont servi l'agenda de Louis XIV et sont devenus un élément clé de sa propagande. C'est ce qui a finalement conduit à la réalisation de ce livre. Ce que nous avons découvert, c'est que même si ce médaillon n'était pas à la vue de tous, la soumission et l'esclavage qu'il représentait n'étaient pas occultés, mais largement célébrés sous le règne de Louis XIV. Ces thématiques ne figuraient pas seulement sur les murs et les plafonds des résidences royales, on les trouvait aussi sur des autres supports artistiques, notamment dans les almanachs et des médailles royales, comme celle que vous voyez sur l'écran. Et celle de gauche célèbre l'un des bombardements d'Alger par la flotte du roi de France. Et celle en droit, c'est une médaille qui célèbre la construction de 40 galères royales qui étaient propulsées par 10 000 galériens. Et parmi eux, il y avait environ 8 000 qui étaient les forçats. Un certain nombre d'entre eux étaient condamnés pour l'hérésie et étaient pour fait de religion. On les appelait à l'occurrence les forçats de la foi. Et les 2000 qui restaient étaient les esclaves supposés turcs. Ces Turcs a servi figure dans les nombreuses œuvres relevant d'un domaine artistique particulier, l'art maritime, dont le navire amiral du roi, le Royal Louis, était un bel exemple. La représentation d'un Turc avec un toupet que vous voyez sur l'écran sur la gauche de l'image, est une figure qu'on retrouve communément dans la peinture de cette période. Les spécialistes ont longtemps pensé qu'il s'agissait de figures allégoriques destinées à glorifier la domination royale. Mais en fait, pourtant, ils étaient bons et belles, des représentations d'une pratique réelle de l'esclavage dans le royaume de France. Le travail de recherche que Meredith et moi avons fait ensemble et dont le livre restitue des résultats a consisté à plonger dans les archives de l'administration des galères et autres fonds d'administration royale pour identifier les individus de chair et d'os auxquels renvoyaient les figures des Turcs dans l'art maritime. Et nous sommes parvenus à nos fins, à nos découvertes, que les galériens musulmans, ou supposés tels, avaient servi des modèles vivants pour la réalisation des œuvres. Nous avons découvert, par exemple, la trace d'un homme qui s'appelait Kandi et d'un certain esclave qui s'appelait Mustapha, qui furent envoyés à Paris pour poser dans l'atelier de Lebrun et d'autres artistes de l'Académie royale en 1668. Il semble qu'ils soient ensuite devenus valets de Colbert, ce qui signifie qu'ils ont vu leurs conditions de vie
s'améliorer, tandis que les esclaves musulmans qui ont resté sur les galères royales, leurs congénères continuaient d'endurer les supplices de travail forcé sur terre et sur mer. Depuis des archives, nous savons que certains de ces esclaves travaillaient à l'arsenal de Marseille pour aider à construire et à décorer les navires qui ramaient. Et d'autres étaient au service des artistes royaux, comme Pierre Puget. Ce dernier utilisait les ateliers de sculpture navale de Toulon et il faisait appel à des forçats et des esclaves turcs pour déplacer des sculptures en marbre qu'il envoyait à Versailles. Puget et son collègue Jean Bobet, qui était chef de la fonderie d'armes, faisaient probablement poser des esclaves pour la réalisation de leur création d'art, comme ce canon qui était conçu pour un navire de guerre. Et comme vous le voyez, il est orné d'une tête de turc. Cette tête de bronze servait de bouton, ça s'appelle un cascabel, pour fixer le canon sur le pont du navire. Et vous pouvez même voir les traces de cordes autour du cou, ce qui renforce l'idée de souffrance sur le visage et son corps tendu. L'un des points essentiels que nous soulevons dans Le Roi Soleil en mer est que les artistes, les œuvres, mais aussi les esclaves allaient et venaient dans le royaume de France sous le règne de Louis XIV. Ils voyageaient de la Méditerranée, donc de Marseille et de Toulon à Versailles, en passant à Paris, ce qui signifie que les véritables esclaves turcs, pour la plupart, étaient présents aussi à la cour. Parmi ces esclaves, certains étaient achetés spécialement pour ramer à Versailles. En 1680, par exemple, la couronne a acheté 45 hommes qui rament sur un modèle réduit de galère destiné au Grand Canal. Oui, vous le voyez derrière. Et cette galère faisait partie d'une flottille miniature que Louis XIV avait fait réaliser pour célébrer sa maîtrise de la Méditerranée et susciter de l'admiration des membres de la cour, mais aussi celle des dignitaires de la visite, en particulier les ambassadeurs d'Espagne et d'Alger. Il est probable que certains de ces esclaves ramant sur les galères de Versailles furent contraints de participer dans des festivals curiales ou des spectacles où ils jouaient leur propre rôle. Certains furent représentés aussi sur les tableaux aux côtés des membres de la famille royale et ils figuraient tant que domestiques. On pense généralement de ce sort d'images. On les lie souvent au phénomène de la traite transatlantique. Cependant, nous sommes convaincus qu'elle évoque au contraire l'esclavage en Méditerranée et qu'elle célèbre la conversion au catholicisme de certains de ces esclaves musulmans rameurs, modèles vivants et domestiques à leur heure. Bien sûr, il est important de souligner que cette propagande maritime royale n'a pas toujours été couronnée de succès. En effet, de nombreux rivaux européens de Louis XIV la considéraient comme un moyen pour la France de tourner le projecteur vers la lutte contre l'islam, alors qu'en réalité, la monarchie française entretenait de longue date des relations d'amitié avec l'Empire ottoman. Ces privilèges commerciaux accordés par les sultans ottomans étaient connus sous le nom de capitulation. Ils concernaient la totalité de l'Empire, les provinces ottomanes, du Maghreb inclus.
L'amitié franco-ottomane a été décriée et tournée en dérision à travers une série de médailles satiriques produites principalement en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas protestants, qui utilisaient l'imagerie du roi contre lui-même. Par exemple, la médaille de droite, qui montre Louis XIV suppliante et s'inclinant devant le dé d'Alger, renvoie à une médaille française antérieure montrant l'ambassadeur d'Alger se prosternant devant Louis XIV. La couronne française était au courant de ces attaques satiriques, étant fait le jardinier de Louis XIV, André Le Nôtre, en possédait une collection. Apparemment, Le Nôtre et le roi aimaient les regarder ensemble. Il existe une description contemporaine de Le Nôtre pointant du doigt l'une d'entre elles et disant à le roi « Regardez, celle-ci est vraiment contre nous ». Outre les médailles réalisées à Versailles, nous examinons également les manuels maritimes illustrés réalisés par les officiers de marine à Marseille. Vers la fin du XVIIe siècle, lorsque la monarchie commença à se détourner de la Méditerranée pour s'enterrer davantage à l'Atlantique, ces officiers, qui craignant de perdre leur charge, ont insisté sur l'importance du maintien des galères et de l'asservissement des Turcs en Méditerranée. Ces manuels révèlent que les intérêts de ces officiers étaient parfois opposés à ceux de la monarchie. En sais-tu qu'ils ont été à certains moments beaucoup plus engagés que la royauté dans cette propagande maritime. En fait, l'image ici, j'ai oublié la cartouche, mais en fait, l'image en général prétendait que le maintien de la puissance de la France en Méditerranée dépendait des rameurs turcs dotés d'une force physique supérieure à celle des autres rameurs. Ces officiers considéraient l'asservissement comme une violence compensatoire. Nous pouvons également voir cette violence dans une vue en soplum qui montre des rameurs côte à côte sur des bancs où ils étaient fort serrés, 5 par banc. Figure également sur la gravure des marins dotés de fouets, chargés de surveiller et lacérer la chienne. Elle présente une ressemblance frappante avec la célèbre image du navire négrier Brooks, dont les abolitionnistes se sont emparés par la suite comme symbole de la souffrance humaine et de la cruauté barbare. Au contraire, l'image précédente de la galère célèbre le pouvoir, la violence et la domination. Les Turcs réduits en esclavage apparaissant une dernière fois dans un ensemble d'étoiles monumentales du peintre des galères Michel Serres, représentant la grande peste de Marseille de 1720, qui a tué 40% de la population de la ville. Dans le dernier chapitre de notre livre, nous soutenons que Serres a insisté de la présence des musulmans réduits en esclavage dans ces images, et peut-être même exagéré sur le nombre, pour suggérer qu'ils étaient à l'origine de la contagion. Car à cette époque-là, on pensait encore que la peste était une maladie endémique dans les terres d'islam. Nous soutenons que ces peintures reflètent également les inquiétudes relatives au commerce mondial, non seulement du monde islamique, à un moment où le scandale financier international de John Law et la Compagnie de Mississippi avaient ravagé l'économie française et détruit la confiance du public. Compte tenu de l'abondante matériel disponible, comment se fait-il que cette histoire de l'esclavage dans le royaume de France, sous le règne de Louis XIV,
a été largement négligée par les historiennes et aussi par les historiens de l'art. Pour les historiennes, nous pensons que cela est lié au concept du sol libre appliqué au Royaume de France au début de l'ère moderne et à la maxime juridique selon laquelle il n'y avait pas d'esclaves en France. Ceci signifiait que l'esclavage pouvait exister dans les colonies, mais pas dans la métropole. Le phénomène de l'esclavage dans les galères méditerranéennes dément ce mythe. Et notre travail devrait conduire les spécialistes, et nous l'espérons, le grand public, à reconsidérer l'ancienneté de la présence d'esclaves sur le sol métropolitain. Le résultat de notre enquête remet en question la conviction républicaine selon laquelle la France a toujours été une terre de liberté. Mais elle documente aussi la présence ancienne des musulmans sur ces terres. L'idée que des musulmans seraient venus pour la première fois sur le sol français après la décolonisation ne tient plus debout. Pour ce qui est des historiens de l'art, nous pensons que le tropisme parisien et de Versailles est la cause d'une telle négligence. De ce fait, les productions méditerranéennes ont trop souvent été laissées de côté. Il faut aussi tenir compte du fait que l'art maritime a été largement éphémère et que les œuvres ont le plus souvent disparu ou ont été mal conservées. Un dernier motif est que dans le cadre du tournant global de ces dernières années, les historiens de l'art ont tendance à se concentrer davantage sur les produits de luxe transportés par les navires, comme les porcelaines ou les lacs, plutôt que les navires eux-mêmes, le personnel multiethnique ou le travail forcé. Notre livre souligne le besoin urgent de prendre en compte les coûts humains de la création d'œuvres artistiques destinées à célébrer le pouvoir des princes, en l'occurrence ici celle du roi Soleil. Compte tenu des compétences nombreuses qu'exigeait la rédaction de ce livre, Meredith et moi sont convaincus que nous n'aurions pas pu le faire l'une sans l'autre. Si nous n'avions pas, par exemple, réuni des images comme cette vue en surplomb d'une galère, à côté d'un inventaire qui précise le nom et la provenance des rameurs musulmans. Ce n'est que lorsque nous avons combiné nos compétences et nos différentes approches disciplinaires que nous avons compris l'ampleur et l'importance de l'esclavage de galère méditerranéen de la France de Louis XIV. Il ne reste que très peu de traces de ces esclaves dits turcs et leur histoire a été négligée dans le travail de mémoire effectué, par exemple, par ceux qui ont cherché à vivifier le souvenir des protestants condamnés aux galères, les forçats de foi, forçats pour la foi. L'invisibilité de Turcs tient en partie au fait que personne ne cherche à entretenir vivante la mémoire de leurs souffrances. Car de nos jours, en France, il n'y a pas de communauté qui s'identifie comme étant constituée des descendants des esclaves musulmans ou supposés tels, ayant servi sur les galères royales. Et nous espérons que notre livre contribuera d'une manière ou d'une autre à faire parler de cet esclavage oublié. Et au-delà, nous espérons que ce travail modifiera le regard des spécialistes de l'art et qu'il les mènera à tenir compte de la dimension humaine des célébrations de pouvoir royal. Merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup Gillian Weiss et Meredith Martin pour cette présentation qui montre bien les différentes étapes aussi de ce beau livre. Je tiens à le dire, même si les images sont parfois violentes, le livre est magnifiquement édité, l'éditeur ne le dira pas, donc j'en profite pour le faire, et très lumineux, et je dirais même que voilà, là c'est le nationalisme français qui va parler dans un instant, mais je trouve la version française plus belle que la version américaine. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'acheter un livre, privilégiez la version en français. Alors, je pense que vous avez bien montré ici, et on l'a bien entendu, je crois, l'importance de votre travail, à la fois du point de vue historique, parce que vous montrez des choses qu'on voit, mais qu'on ne regarde pas, sur lesquelles on ne s'arrête pas. Une présence des musulmans dans l'histoire de la France, qui est à Versailles, qui est aussi dans des documentations hétéroclites, on va y venir, mais c'est un point, je pense, très important alors, de votre travail commun. J'en profite pour mentionner votre ouvrage aussi, Gillian Weiss, Captifs et corsaires, qui a été publié chez Anacarsis en 2014, qui parle justement de la question de l'esclavage et de ce lien entre la France et la Méditerranée. Et votre travail eh bien, permet de braquer les projecteurs sur cette histoire-là. Pour ça, on va parler évidemment de la collaboration interdisciplinaire, mais là aussi, vous voyez, ce sont des sources accessibles en français sur lesquelles eh bien, on peut aussi arriver à documenter une présence qui était beaucoup plus importante que ce que l'historiographie a bien montré. Et je mentionnerai, en plus des travaux que Étienne Anheim a cités dans son introduction, l'ouvrage de Jocelyne Darlia sur l'histoire des musulmans dans l'histoire de l'Europe, qui avait lancé aussi un programme de recherche pour essayer de montrer cette importance-là. Les travaux en cours aussi de Mohamed Waldi qui justement racontent aussi l'importance européenne de la présence servile en Europe. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, ce regard-là. Et alors, je ne sais pas si d'autres ont entendu des conférences sur les galères en Méditerranée, sur la dureté de ce monde-là, sur la dureté physique que représentait la vie dans les galères. Votre livre documente aussi ces aspects-là, et je crois que pour ces différents aspects, il est marquant, et c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir vous poser des questions le concernant. Alors, ma première question viendra peut-être aussi sur votre méthode. Vous avez montré votre complémentarité. D'un côté, une spécialiste d'histoire de l'art français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Vous avez écrit sur Marie-Antoinette, par exemple, ou sur d'autres personnes décisives du XVIIIe siècle, et une spécialiste de l'esclavage. Et vous avez bien montré comment votre collaboration part de questions. Mais en vous lisant, je me demandais comment vous faisiez, très concrètement, pour identifier aussi les documents iconographiques qui forment le socle de votre livre. Parce qu'on le voit, il y a à la fois Versailles, mais aussi de la documentation gravée, des petits dessins, parfois des sculptures sur des canons, ça peut être des cartouches, des détails alors, qui n'en sont pas, des ornements que l'on peut voir dans les galères eux-mêmes. Mais je me demandais quel avait été votre fil conducteur dans les archives pour arriver à documenter, à identifier ces images. Je peux répondre? Oui, merci pour la question. Et comme j'ai dit avant, nous sommes tombés sur ce topic par une recherche plutôt random sur l'Internet avec l'image de la galerie de glace de Versailles. Et en fait, je crois que ce n'était pas possible d'écrire ce livre, de faire de recherche sans Internet. Nous avons trouvé presque 200 images de ce sujet par une recherche comme ça. Et nous avons utilisé aussi les bases de données sur la ligne de BNF, de Gallica, de Réunion des musées nationaux et des musées de la marine en France. Et les collections et les bases de données augmentent tous les ans. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible, mais maintenant, il y a beaucoup d'images sur ce sujet.
Et aussi, nous avons visité beaucoup de collections, beaucoup de musées en France et à l'extérieur. Nous avons gagné une bourse pour visiter tous les musées de la marine en France, sur le côté. Et nous avons visité aussi autres collections en Angleterre, le Maritime Museum à Greenwich, le Rijksmuseum, le British Library et beaucoup des autres musées. Et aussi, nous avons visité les collections en Italie, beaucoup de choses. En fait, nous serions ravis de collaborer avec des collègues en France pour créer une base de données online sur ce sujet. Parce que nous avons trouvé, comme j'ai dit, presque 200 ou 300 images, mais j'imagine qu'avec les collègues, c'est une sorte de crowdsource. Et c'est une recherche très importante parce que c'est possible de regarder ou de trouver des choses sur les images qui quelquefois sont différentes que les sources textuelles. Donc, c'était une bonne collaboration pour nous, pour un historien de l'art et un historien, de découvrir les similarités, mais aussi les rapports et aussi les différences. Alors, je ne sais pas où sont tous les musées de la marine en France. Je ne me représente pas. J'en vois un certain nombre, mais est-ce que vous pouvez les dire où c'était très concrètement? Nous sommes allés au musée de la marine à Toulon, à Brest, Rochefort, La Roche. Non, c'était le musée des colonies à La Rochelle. Le musée du Nouveau Monde. Oui, musée du Nouveau Monde. Il y en a un à Paris, je crois. Enfin, oui, à Paris, mais à Paris, en fait, nous avons visité le musée à Paris, mais c'était fermé pendant la plupart du temps qu'on faisait de recherche de notre livre. Il va rouvrir, je crois, bientôt avec une galère, normalement, qui sera... Ouais, j'espère. Voilà, on va voir la galère. Alors, justement, vous montrez, votre travail se poursuit. Enfin, c'est-à-dire que c'est un travail en cours, et ça, c'est assez intéressant, parce que vous montrez dans le livre qu'on trouve aussi de l'art des galères dans des endroits assez inattendus, assez incongrus. Et ça, voilà, là, j'invite vraiment à rentrer dans le livre pour montrer que ce n'est pas uniquement un art maritime. On trouve les galères vraiment à l'intérieur des terres aussi en France, et de l'art des galères vous le montrez dans le sud-ouest, etc., dans différentes régions. Alors, une autre question sur l'échelle aussi de votre analyse. Vous analysez la circulation des modèles de cet art des galères, et je me demandais en vous lisant s'il était souhaitable, faisable, d'envisager cette étude à l'échelle de l'Europe. C'est-à-dire aussi dans quelle mesure cet art maritime, cet art des galères, est-il un art français, un art Louis XIVien, ou est-ce qu'il faut élargir aussi la chronologie et peut-être l'échelle d'analyse à d'autres espaces, l'Italie, l'Espagne, les pays avec des galères, quoi. Les Anglais et les Hollandais ne naviguaient pas sur des galères. En fait, les Anglais ont construit 2 galères à Tanger. Mais en général, les Anglais n'étaient pas très intéressés par les galères de la même manière que les pouvoirs en Méditerranée. Et oui, je pense que ce serait bien possible et souhaitable, même important, d'écrire une histoire sur les galériens et leur représentation sur l'échelle de l'Europe. Parce que, en fait, l'asservissement de soi-disant Turcs sur les galères en Méditerranée était un phénomène discret, c'était pas seulement les Français, mais c'était aussi les Espagnols, le Popoté, les chevaliers de Malte, les chevaliers de Saint-Stéphane, etc., les autres, qu'ils ont pratiqué au même moment et aussi d'une manière très, très similaire. Ils ont partagé du personnel, ils ont partagé un main-d'œuvre, ils avaient presque les mêmes uniformes, les mêmes coiffures avec le toupet. Ils partageaient des techniques pour construire des bateaux, des rituels maritimes, les régulations navales.
Et je pense que ça ne peut pas être une coïncidence que la fin des galères catholiques partout était en 1748. Mais aussi, ce que j'ai confirmé récemment, parce que je travaillais un peu plus pour une conférence, c'est que les représentations des galériens et galères étaient aussi très codifiées et très stables. Donc, je pense qu'il y a peut-être deux raisons. Une, c'est que les artistes européens représentaient tous la même réalité avec ces partages, des choses en commun. Mais je pense aussi que les artistes européens étaient influencés, inspirés par les mêmes précédents. Je pense que ce serait un peu plus compliqué de d'écrire une histoire sur l'esclavage des musulmans non galériens, parce que c'est assez différent dans d'autres pays, entre les Habsbourg, parmi les principautés en Allemagne. Mais je pense que ça aussi, c'est peut-être très intéressant et quelque chose à faire. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez d'ailleurs l'image de Livourne, du grand-duc de Toscane. Je pense peut-être après. Voilà, parce que pour se représenter aussi ce type de statue, en fait, là, je vous propose un jeu. Et celui qui gagne aura mon exemplaire du Roi Soleil en mer, parce que cette statue, vous le montrez dans le livre. Cette statue d'un souverain entouré de 4 esclaves, c'est un modèle qu'on retrouve dans différents espaces. Et vous avez notamment travaillé sur la statue de Louis XIV sur la place des Victoires, qui est entourée précisément de 4 esclaves. La statue qu'on voit encore sur le Pont-Neuf à Paris d'Henri IV était de la même façon entourée de 4 esclaves. Ces esclaves, on les trouve en revanche au Louvre. Et donc je vais vous citer un auteur qui décrit cela, parce que c'est assez intéressant de voir, enfin, on retrouve tout ce que vous montrez, je crois, dans votre livre aussi. On a accusé Louis XIV d'un orgueil insupportable, parce que la base de sa statue, à la place des Victoires, est entourée d'esclaves enchaînés. On ne parlait que de ces 4 esclaves, mais il figure des vices domptés, aussi bien que des nations vaincues, le duel aboli, l'hérésie détruite. Les inscriptions le témoignent assez. Donc c'est un texte qui défend un peu ces esclaves comme symboles enchaînés. Il vaudrait mieux y représenter des citoyens libres et heureux. Mais enfin, on voit des esclaves au pied du Clément Henri IV, donc sur la statue du Pont-Neuf, de Louis XIII à Paris. On en voit à Livourne, vous les voyez ici, des esclaves de bronze de Pietro Tacca, sous la statue de Ferdinand de Médicis, qui n'enchaîna assurément aucune nation. Donc ça, c'est la petite pique, voilà, en disant Louis XIV, on comprend, etc., mais Ferdinand un peu moins. On en voit à Berlin aussi, sous la statue d'un électeur qui repoussa les Suédois, mais qui ne fit point de conquête. Donc, assez intéressant. C'est qui cet auteur? Voilà, c'est le petit test. Vous avez une idée? Ah, je l'ai entendu là. Je l'ai entendu. Il a gagné. Je suis désolé, c'était un peu à droite. Voilà. Mais c'est Voltaire, en effet, c'est le siècle de Louis XIV qui décrit aussi ces 4 esclaves. Et j'étais très frappé en voyant aussi que ce modèle était circulé. Alors évidemment, les Médicis et Henri IV, il y a un lien, mais c'est assez frappant. En revanche, voilà, de voir que là aussi, ce type de lieux eh bien, font l'objet ces dernières années de contestations politiques, c'est-à-dire, là c'est à l'entrée du port de Livourne, c'est encore visible, vous voyez, c'est des esclaves tout à fait identifiés. Et justement, vous exhumez dans votre livre ce lieu, d'autres lieux, parmi lesquels, qui sont marqués, par cet esclavage des Turcs, cet esclavage des musulmans en France. Alors, comment expliquez-vous cet héritage qui est parfois très visible? Comment expliquez-vous eh bien, à quel point on l'a enterré, on ne l'a pas regardé, on l'a oublié on l'a effacé en partie? Pourquoi justement, vous l'avez montré, cette loi selon laquelle, une fois qu'on pose le pied sur le sol du royaume, on est libre? Pourquoi cette contradiction apparente entre la présence d'un esclavage sur le sol de France et
justement cette réalité que vous exhumez très bien, comment se fait-il qu'on l'ait à ce point négligée? Enfin, bon, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Un, c'est une tendance de voir les archétypes abstraits des allégories classiques de triomphe royal, voir des portraits génériques des ennemis musulmans, sans remarquer que les prisonniers, littéralement, qu'ils rappelaient littéralement des corps des véritables esclaves ottomans. C'est quelque chose qui était oublié et puis c'est très facile à avoir des allégories. Mais je pense, comme je disais, comme le royal Louis. Oui, par exemple, comme le royal Louis. Les historiens de l'art avaient déjà remarqué le fait qu'il y a une image de Louis XIV avec des prisonniers à ses côtés, mais le fait qu'il y a un avec une toupée, un trait destin, n'avait pas été remarqué. Et tous les esclaves turcs qui ramaient pour tous les autres pouvoirs catholiques étaient représentés de la même manière. Et en fait, selon des documents d'archives, en fait, étaient coiffés de cette manière. Donc, ce n'est pas juste une question de représentation. Donc, je pense que ça, c'est une grande raison. L'autre, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une association entre les galères et les protestants, et que les Huguenots ont consacré des ressources considérables à la conservation de la mémoire de leurs ancêtres, d'une manière que les descendants des esclaves turcs n'ont pas pu. Je pense aussi que grâce à cette idée de sceau libre, il y a une association des galères avec le servitude pénale. Et donc, c'est bien ça aussi. Mais il y a tendance d'oublier qu'il y avait aussi l'achat et la vente d'êtres humains. Donc, je peux parler un tout petit peu, si ça vous intéresse, sur les peu de traces qui durent. Ouais, donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un truc assez intéressant. C'est qu'à Marseille, actuellement, il y a très, très peu de traces de ces soi-disant esclaves turcs. Et en fait, le seul panneau qui parle des esclaves turcs, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, c'était reconnu en 1965 comme monument historique sous l'appellation d'ancienne mosquée de l'Arsenal de Galères. Et en réalité, les pierres ne proviennent pas d'un lieu de culte musulman. En fait, il y avait deux cimetières qui étaient attribués aux esclaves turcs, mais ils étaient à l'extérieur de l'Arsenal. Et en fait, ce monument est assez loin de l'Arsenal à Marseille. Et il s'arrive que, en fait, ce sont des vestiges d'un café égyptien qui était construit au XIXe siècle avant d'être réutilisé pour la construction d'un villa qui, après que le villa ait été rasé, était reconverti en 1920 à une petite chapelle catholique qui était mise dans le jardin du fils du maire de Marseille. Bon, donc ça c'est... mais finalement, enfin, on peut parler de pourquoi, qu'est-ce qui se passait en 1965 et pourquoi ce petite structure a reçu cette appellation, mais c'est notre sujet. Et là, on voit bien aussi l'Arsenal dans cette image. Et c'est assez frappant aussi de voir à quel point votre livre documente par l'image cette vie sur les galères. Justement, comment avez-vous pu, à la fois avec votre compilation iconographique, documenter cette vie sur les galères? Qu'apportent ces documents iconographiques
par rapport à ce que l'on savait plus généralement sur la vie des galériens, la vie de la rame, la vie de la chourme, l'hivernage, etc. Bon, il n'y a pas énormément d'images en France qui met la lumière explicitement sur la vie de tous les jours des forçats et des esclaves turcs. Mais il y a quelques exceptions. Il y a un panorama qui montre tous les galères en ligne avec les petits échoppes temporaires qui s'appelaient des baraques que les esclaves turcs, je ne pense pas qu'on a l'image de ce panorama. Enfin, c'est dans le livre, donc il faut l'acheter. Donc, ce sont des petites échoppes où certains des galériens et forçats avaient le privilège de vendre toutes sortes de choses, y compris le café, et de faire toutes sortes de services. Ils faisaient des fabrications, des perruques, ils faisaient dentiste, on peut enlever un don, par exemple. Et alors là, on peut le voir représenté, mais on le voit plutôt au travail, en mer, comme sur l'image sur plomb où on voit les rameurs, mais aussi dans les marges de beaucoup de peintures et beaucoup aussi même de ces images des manuels maritimes, comment faire construire un bateau qui était fait pour le roi ou pour le ministre de la marine. Et donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si les Français n'avaient pas vraiment une tradition de représenter des forçats et des esclaves turcs dans les ports des galères, en Italie, si. Donc, il y avait un artiste, et comme vous voyez là, Stefano De Bella, et aussi un artiste du Pays-Bas qui s'appelait Cornelis de Wael. Qui a travaillé en général. Qui a travaillé à Gênes. Et donc, c'est toute une série de la vie de tous les jours, donc de Gênes et de Livourne. Mais en fait, ce sort d'images, qui étaient des peintures, mais plutôt des gravures, étaient copiées et recopiées beaucoup de fois à travers le XVIIe, XVIIIe siècle, y compris par des Français. Et c'est une autre chose intéressante, que beaucoup de ces images sont mal identifiées dans les collections des musées actuellement. Alors, peut-être on pourrait zoomer sur les images de Michel Serres, qui sont vraiment frappantes. Alors évidemment, ça ne me rappelle pas forcément de bons souvenirs, parce que ces images de peste ont beaucoup circulé ces dernières années, mais il est frappant, et vous l'avez montré aussi dans le livre, à quel point on voit la présence des forçats et des galériens dans les tableaux de peste. C'est d'ailleurs un modèle qu'on retrouve dans les tableaux de peste dès les années 1630, on le retrouve dans les années 1650 pour la peste de Naples, par exemple. Les forçats, les galériens sont très présents dans ces tableaux, et vous montrez qu'il y a un paradoxe assez intéressant, très intéressant, et j'aimerais que vous vous arrêtiez dessus. Vous l'aviez évoqué, mais la présence de ces forçats, surtout de ces esclaves musulmans, est à la fois une accusation d'hérésie contre Marseille, c'est-à-dire cette scène de peste, d'une certaine manière, elle a été provoquée aussi par cette présence d'infidèles sur le sol de France, et en même temps, c'est très ambivalent parce qu'on reconnaît leur rôle dans la gestion très concrète et dangereuse de l'épidémie. C'est-à-dire, quand ces tableaux ont été commentés précisément en 2020, c'était pour faire des analogies entre les travailleurs qui travaillaient malgré le risque de la contagion et justement ces esclaves musulmans. Il y a des analogies qui ont été frappantes de ce point de vue. Pouvez-vous revenir justement sur ce paradoxe, sur cette lecture, c'est-à-dire à la fois l'esclave musulman cause de l'épidémie, et en même temps celui qui est, vous voyez, au cœur de la gestion des corps malades
qui les jette justement à l'eau, qui va les enterrer, etc. Et peut-être commenter l'image, ce que l'historienne d'art fait tous les matins en se levant. Voilà. Non, mais c'est très intéressant et très compliqué parce que Serre était le peintre officiel des galères pour 20 ans, 30 ans, pour longtemps. Et c'est très intéressant parce qu'il semble dans ces tableaux que Serre a exagéré la présence ou le nombre des esclaves turcs. Et nous, comme j'ai dit, nous pensons que, dans le livre, nous avons dit qu'il a fait ça parce qu'il voulait susciter des inquiétudes sur la source islamique de la contagion et aussi des inquiétudes sur le risque dans un monde interconnecté en général. Mais nous avons écrit aussi un article au début de la pandémie Covid en printemps 2020 et nous avons constaté que Serre, dans ce tableau, pose des questions très difficiles de la humanité des esclaves turcs avec ces tableaux. Et aussi, ils mettent en lumière une tendance effrayante que nous avons observée aussi pendant la pandémie, c'est-à-dire une tendance à blâmer la contagion sur les mêmes étrangers qui sont aussi souvent chargés de la nettoyer. Et finalement, nous avons constaté que Serre essaie d'établir un contraste entre les activités actives et même héroïques des Turcs et les fonctionnaires de la ville qui, dans les tableaux, ne bougent pas et ne font rien. Et c'est 1720, vous l'avez dit aussi, c'est la banqueroute de John Law, sur laquelle vous avez aussi fait une exposition récemment. Oui, à la New York Public Library à New York, c'est ce sujet. On voulait appeler l'exposition Meltdown, mais les conservateurs, les directeurs de la bibliothèque ont dit non, c'est pas possible de faire un grand signe avec le mot meltdown dans le climat en ce moment. Donc l'exposition s'appelle Fortune and Folly en 1720, mais il traite le même topic, c'est le risque d'un monde interconnecté et de traite globale en ce moment qui touche Marseille et qui concerne la peste, mais aussi la crise financière de Jean. Oui, c'est ça, cette concomitance d'événements terribles, peste et crise économique et banqueroute, avec vraiment une banqueroute globale en 1720, vous le montrez. Et l'exposition vient d'ouvrir, c'est ça, elle est assez récente. Ah oui, en fait, elle was supposed to open en 2020. Elle devait ouvrir en 2020. Il y a un délai de 2 ans à cause de Covid. Donc il vient d'ouvrir la semaine dernière. Donc il faut aller à New York pour la voir. Oui, voilà, jusqu'à février. Et alors justement, ce sera ma dernière question, avant de passer à vos questions. Envisagez-vous peut-être une exposition parce que c'est assez intéressant ce que vous avez réussi à rassembler. Le livre est foisonnant. Vous montrez que c'est aussi un travail en cours de constitution. À ce titre, je mentionnerai aussi le numéro de Faire l'Histoire, l'émission sur Arte, où Gillian a présenté aussi le canon Baba Merzouk, qui fait l'objet de revendications par l'Algérie dans les débats mémoriels actuels. C'est tout à fait intéressant de voir que ce canon du bombardement d'Alger a été pris par les Français en 1830, porté à Brest. Et donc l'épisode de Faire l'Histoire, qui est l'émission sur Arte que vous pouvez voir en replay, est tout à fait passionnant là-dessus et je crois complète très bien ça. Et justement, on voit qu'il y a une histoire matérielle à écrire et peut-être à montrer. Et justement, je voulais savoir si vous envisagiez une exposition et si parmi peut-être les
les hommes et les femmes de musée dans cette salle, il n'y aurait pas des idées qui pourraient germer, justement, en la matière. Oui, mais nous serions ravis de collaborer avec des collègues en France. Peut-être il pourrait prendre la forme d'une exposition virtuelle, mais aussi c'est possible de monter une exposition physique en personne. Peut-être, je ne sais pas, le MUSEM à Marseille, l'Institut du monde arabe à Paris, ils sont un peu ambitieux peut-être. Mais ils sont beaucoup d'objets multimédia. C'est un sujet passionnant et peut-être tu pourrais dire une histoire de la présence et la représentation des Turcs avant la colonisation d'Alger. Et c'est une sorte de préhistoire de l'orientalisme et aussi de la turquerie, le phénomène de turquerie en France. Et oui. Parce qu'il y a une vraie esthétique, ça il faut le dire aussi, c'est-à-dire que vous montrez le fait que ces corps, souvent nus ou presque nus, font l'objet aussi... oui, mais peut-être c'est pas possible de bouger le canon de Brest, c'est très lourd. C'était très difficile de le regarder, mais peut-être on peut créer un modèle facsimilé. Really? Yeah. No, never mind. Of the canon. Ah, il y a des versions réduites. Il y a des versions réduites du canon. Ouais. On pourrait peut-être celles-ci les exposer. Alors, je ne sais pas si il y a. Oui. Non, ça va. Je ne sais pas si Étienne. Si Gillian voulait compléter, mais sinon, effectivement, on peut du coup élargir la discussion à toutes les personnes qui souhaiteraient faire part de leurs questions. Donc, alors, le problème, c'est qu'on a un peu la lumière dans la figure. Alors, il y a 1, 2, 3 questions au moins. 4. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui... Oui, j'en ai un. Ok, alors, donc, monsieur, on vous écoute en premier. Bonsoir, merci. Quant à l'exposition, juste, ça serait bien que ça soit au MUSEM, en fait, parce que les galères, c'est à Marseille. Hein, sans chauvinisme aucun, c'est bien si c'est dans le sud. Donc, ma question... Mais c'est une invitation ou un souhait? Un souhait. J'ai pas assez le bras long, désolé. Vous n'êtes pas le directeur du MUSEM, hein? Hélas, non. Ah bon, d'accord. Non, c'est pour vérifier. Donc, une question de curiosité et une autre. La question de curiosité, c'est est-ce que vous savez à peu près dans la Chourme combien il y a de proportions de Turcs sous le règne de Louis XIV et après? Et par rapport à l'art, dans les représentations, vous l'avez présenté sous le prisme de la domination, mais dans quelle mesure ce n'est pas aussi une pointe d'exotisme de la part du pouvoir de représenter ces Turcs? Merci. Donc, au moment maximum, il y avait 2000 Turcs dans la Chiourme, qui est sur les galères de Louis XIV. Mais en fait, pour maintenir 2000, il fallait acheter beaucoup plus. Donc, on disait des milliers. 20%, 25%. Oui, et donc l'idée, c'était d'avoir un quart, d'avoir 20 ou 25%. Et ça, c'était pareil ailleurs, parmi les autres pouvoirs qui avaient des galères, eux aussi voulaient avoir à peu près un quart esclaves turcs. Et puis l'autre question, je pense que pour Louis XIV, c'était très symbolique d'avoir la soumission des infidèles dans les galères. Je sais pas si c'était une question d'exoticisme, mais plutôt, surtout comme on a vu que le roi Soleil était très critiqué pour avoir faire des alliances et des accords avec l'Empire ottoman. Donc on constate que cette manière de subir d'une manière très visible, les musulmans étaient aussi un acte compensatoire un peu parce qu'on l'accusait d'être trop allié avec les pouvoirs d'islam. Mais il est très différent que l'exoticisme du XVIIIe siècle, la turquerie, le phénomène c'est une emphasis sur la domination des violences. C'est l'exotisme du XVIIIe siècle, c'est les Turcs, c'est une sorte d'image des plaisirs, et c'est un shift, comment on dit? Yeah, ouais. Un changement. C'est qu'il y a des raisons politiques. On ne voit pas du tout. Bonjour. Alors oui. Où est le micro maintenant? Je suis là. Vous entendez ou pas?
Le son arrive de derrière, c'est Ouais, très étrange. Ah oui, là-bas. Ok, Alors, on vous entend, mais on vous voit pas. Mais c'est. Alors, moi j'avais une question, parce qu'après votre intervention, je me suis demandé dans quelle mesure cet esclavagisme était typique du règne de Louis XIV. Est-ce qu'il y avait autant d'esclavage dans les galères, dans les règnes en amont et après Louis XIV, ou si c'était vraiment typique de son règne d'utiliser à ce point l'esclavage dans les galères. Merci. Donc, avant Louis XIV, avec Colbert, a amené les esclavages sous le pouvoir de la couronne, d'une manière qui était un peu différente qu'auparavant. Donc oui, pendant les règnes antérieurs, il y avait aussi des esclaves musulmans qui faisaient partie des chiourmes qui étaient basés à Toulon et à Marseille, mais souvent ils étaient achetés d'une manière privée pour des galères qui étaient qui luttaient pour les rois, mais qui n'étaient pas en possession royale de la même manière. Et comme je disais tout à l'heure, les galères étaient supprimées, enfin même remis avec les navires de guerre à partir de 1748. Donc ils ont arrêté d'acheter des esclaves turcs au début du XVIIIe siècle. Donc le nombre se sont diminués de peu à peu, petit à petit. Et si je peux ajouter une petite note de bas de page, c'est vrai qu'en plus, les galères étaient obsolètes quasiment dès le début du règne de Louis XIV. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est qu'il les a maintenus comme instrument de guerre navale, alors que leur intérêt militaire était déjà en partie obsolète. Donc ça, c'est une poursuite aussi assez intéressante de ce règne. Et vous le montrez très, très nettement dans le... Et l'image, les propagandes royales maritimes commencent en France avec Marie de Médicis, comme nous avons discuté dans l'introduction, la grand-mère de Louis XIV, et avec les séries de tableaux de Rubens au Louvre, et l'embarquement de Marie de Médicis à Marseille avec une galère, avec les galériens, et un esclave turc, oui. Et aussi, en fait, dans le musée des Beaux-Arts, ici, juste au fond, ou peut-être là-bas, il y a un tableau qui représente Marie de Médicis arrivant à Livorno avec une galère et les esclaves turcs aussi. Merci beaucoup. Alors, question. Alors, oui, là, le micro est au fond. Après, il y aura aussi des questions devant d'un certain nombre de personnes, mais on vous écoute, monsieur. Merci. Je voulais savoir si est-ce que tous ces galériens turcs étaient achetés sur des marchés aux esclaves ou est-ce qu'ils étaient aussi possiblement capturés en mer? Et voilà. Les deux. Les deux. Enfin, ils ont, enfin, les soldats français ont bien essayé de capturer autant que possible, mais ça ne suffisait pas pour le main-d'œuvre qu'ils voulaient. Louis XIV qui était en train de fabriquer de plus en plus des galères. Donc, en fait, il y a une période de 30 ans et toutes les correspondances entre le ministre de la Marine et les consuls dans plusieurs villes autour de la Méditerranée, c'est sur la procuration, l'achat des musulmans pour les galères. Donc, on les achetait partout. Et aussi, enfin, il y avait plusieurs moyens, les contrats qui étaient signés avec des négociants de Marseille et de Toulon pour fournir des esclaves. Alors, d'autres. Donc, devant, je vois au moins 2-3 questions. Oui. Oui, justement, c'est à la suite de la question précédente. Vous nous avez montré un document très intéressant avec des noms de galériens. Mustapha de Belgrade, Ahmed d'Alger, Issouf d'Alger, Ahmed de Tripoli. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'ils étaient recensés exactement comme ça parce qu'ils avaient été achetés là-bas? Il y avait des noms, des dates d'achat aussi, 1670, si j'ai bien vu, etc. Donc ça vient d'un registre qui est aux archives à Toulon, des archives... Et donc, le numéro, c'est très bureaucratique. Donc, ce sont des numéros qui étaient attribués à chaque personne qui rentrait
qui étaient mises à la chaîne, comme ils disaient. Recensés. Ils étaient donnés un nom, et puis c'est un sort de census. Donc ils voulaient savoir d'où ils venaient, de leur lignage, de leur... Enfin, s'ils avaient certaines cicatrices, la couleur de leur peau et tout ça. Et puis en marge, vous pouvez voir que c'est marqué des fois... enfin, mort, en telle date, libéré en telle date, noyé dans le port, etc. Et on a beaucoup de registres comme ça. Enfin, c'est un seul registre, mais avec des milliers de noms, oui. Alors, il y avait là, puis on a encore au moins 2 autres questions, mais on a encore un peu de temps. Bonsoir, merci déjà pour votre présentation, c'était super intéressant. Petit excursus pour l'exposition à Marseille, il y a une qui a eu lieu sur la peste à Marseille, et justement, mais c'était les musées historiques et le musée des Beaux-Arts, et il y avait cet ancrage de savoir comment les pouvoirs publics avaient géré ça, la médecine, mais pas du tout post-colonial, donc peut-être que pour le MUSEM, c'est le next step. Non, moi j'avais une question par rapport à Pierre Puget, parce que vous évoquez donc Milon de Cretonne, et pour cette œuvre en particulier, en plus, on sait que Puget, il avait il utilisait des blocs de marbre pour sa fourniture de matériel. C'était quelque chose qui était c'était bottom-up, c'est-à-dire il avait des blocs qu'il voulait il demandait à Colbert ensuite, est-ce que je peux les utiliser, machin. Et ça m'a fait penser, du coup, comment les esclaves se retrouvent dans l'atelier. Est-ce que on doit demander à l'État, est-ce qu'on doit demander à la police, enfin, je sais pas comment. Je dis que sur le musée des Beaux-Arts à Marseille, c'est très intéressant. Vous êtes historien de l'art? Vous avez visité récemment Oui, d'accord. Mais peut-être, vous avez vu un grand tableau de le peintre Jean-François de Troyes qui était nettoyé ou conservé récemment. Et ça, c'est dans notre livre, nous avons une illustration, mais juste avant la conservation. Il faut acheter le livre pour le dire ça. Mais il est passionnant parce qu'il a exagéré aussi les esclaves turcs. Ils sont très prominents. How do you say prominent? Très visibles dans le tableau. Vous avez raison, il n'y a pas un grand sujet utopique dans la réelle installation. Mais pour Puget, Gillian a trouvé le document aux archives qui indique que Puget a engagé les esclaves turcs. Oui. Je regarde, enfin, je me souviens plus exactement. Enfin, c'est pas Arnaud qui autorise. Non, enfin, la question d'autorisation et d'autres, j'avais compris qu'elle me demande comment j'ai trouvé le document. Mais non, donc, la plupart du... donc, pendant le printemps et l'été, tous les galériens, ils ramaient, ils étaient sur mer, hein, mais en hiver, en automne, les galériens étaient, ils étaient à Marseille. Et là, certains nombres travaillaient pour l'État dans les arsenaux, mais les autres, ils étaient censés de travailler parce que les rations que l'État donnait à la Chiorme n'étaient pas suffisantes pour vivre. Donc, en fait, c'est assez commun qu'ils avaient la permission, de l'intendant des galères d'aller travailler. Donc, en fait, les galériens travaillaient dans plein d'industries à Marseille. Ils travaillaient pour fabriquer du savon, et aussi comme valets dans les maisons des nobles, comme servants et domestiques. Donc là, c'était un peu d'exotisme. Donc en fait, ça n'aurait pas été très difficile pour Arnould d'embaucher et le payer. Merci. Alors, il y avait au moins encore 1, 2, 3... Oui, non mais... On arrivera. Oui. Je peux poser ma question? Bien sûr. Oui. Je me demandais, puisque la peste il me semble-t-il, la peste de Marseille de 1720 est l'une des dernières pestes qui a affecté la France, sinon la dernière.
est-ce que le fait qu'il y ait dans les représentations des musulmans, est-ce que ça ne vient pas du fait que l'auteur du tableau est peut-être l'idéologie dominante à l'époque, au début du XVIIIe siècle, imputait la réputation sulfureuse qu'avaient les porcs en général à cette époque-là et qui a perduré jusqu'à nos jours, et au fait que la population était mélangée, c'est-à-dire à la fois cosmopolite et, s'agissant de musulmans, hérésiarque ou hérétique. Est-ce qu'il n'y avait pas de la part de l'auteur du tableau la volonté de mettre un lien, de faire un lien entre ce brassage des populations et le fait que la peste ait pu frapper si durement la ville de Marseille à ce moment-là? Oui. Oui, non, je pense que oui. Enfin, c'est une très bonne analyse et c'est tout à fait lié à ce que nous constatons dans le livre, que les ports en général et Marseille en particulier a une réputation d'être très mixte. Et c'est un mixte de population, mais aussi un port. Et les ports en général sont dangereux parce qu'il y a toutes sortes de contagions spirituelles et physiques qui rentrent. Il était très intéressant aussi parce que Michel Serres, en fait le fils de Michel Serres, ont exposé ces tableaux à Paris, à la foire Saint-Germain, qui est aussi une sorte de société cosmopolite, les vendeurs, et pour, how do you say, for pay? Il faut payer pour regarder les tableaux. Donc c'est une sorte d'exercice commercial. Oui. That was not approved. Oui. Alors, il y avait encore au moins... Ouais. Et puis, il y avait monsieur aussi. Oui, merci beaucoup. Tout au début de la présentation, en fait, vous avez été assez poli et discrète, mais en fait, il y a un enjeu très politique dans votre travail. Et on l'a vu récemment, en fait, en 2021, au printemps, il y a une vidéo YouTube qui a beaucoup circulé par les cercles d'extrême droite pour mettre en valeur, en fait, l'esclavage des chrétiens par les Maghrébins, en invisibilisant ou en ignorant complètement en fait le phénomène symétrique. Donc en fait il y a aussi un enjeu majoritaire, et là très récemment aussi la violence contre ces captifs musulmans a été complètement dévaluée par une historienne israélienne dans American Historical Review, Tamar Herzig. Donc il y a un enjeu politique autour de ces questions-là, et ce que je veux dire aussi, c'est que les Italiens ont beaucoup travaillé sur ces questions depuis les années 60, et qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres d'art italiennes, et qu'il y a intérêt dans une exposition à montrer, ne pas s'isoler sur la France, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Mais les questions que je voulais poser, c'était d'abord, c'était passionnant de parler de l'histoire de l'art qui n'insiste pas sur le coût humain de la production, et je voulais savoir un peu plus sur ce tournant en histoire de l'art, qui est très lié aussi politiquement à Black Lives Matter, et à ces questions-là que vous mettez en avant dans votre livre. Et la deuxième question que j'avais, c'était en fait une des raisons de l'invisibilisation de cette question des captifs musulmans. C'est ce que Gillian a très bien montré dans son livre, c'est qu'à un moment au 19e, c'est la question de la racialisation des esclaves noirs qui devient importante, et c'est dans ce contexte que nous vivons encore, en fait. Merci. Non, mais... Enfin, je dis que, pour la première, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai vu avec le premier livre qu'il y a toute une politique sur l'esclavage de soi-disant blancs en Afrique du Nord, dans les pays musulmans, et en fait appeler les personnes qui étaient amenées par des corsaires soi-disant barbaresques et les appeler esclaves blancs pour le XVIIe siècle, hein, c'est un peu d'anachronisme, hein, parce qu'en fait, ce que j'ai constaté dans mon premier livre, c'est qu'en fait, la captivité mutuelle entre les pays musulmans et les pays chrétiens était compris d'une manière religieuse et pas raciale. Et c'était à travers le XVIIIe siècle, hein, et par association avec notre sort d'esclavage atlantique qu'on a commencé à racialiser cette version de servitude d'esclavage. Et donc, je pense que dans notre livre, on voit ce sort de racialisation qui commence
au XVIIIe siècle dans les tableaux de Serres, pour certaines des raisons dont on a parlé, mais c'est aussi que c'est vrai que c'est impossible de parler d'esclavage en Méditerranée sans référence à l'esclavage racial atlantique. Et c'est vrai tout à fait que les enjeux d'étudier ce sujet sont tout à fait importantes, qu'est-ce qu'on dit, politique actuellement, parce que on a fini le livre en 2020 au moment qu'il y avait des grandes manifestations aux États-Unis de Black Lives Matter. Et ce qui est intéressant, c'est pour la première fois, il y avait même des protestes devant la statue à Livourne de Pietraszaka. Et puis, il y a ce genre de choses que étaient là, mais on n'en critiquait pas. Mais en fait, c'est même plus brutal d'avoir ce sort de représentation que de savoir que, par exemple, quelqu'un à Bristol, en Angleterre, était impliqué dans la traite. Tu vois une figure d'une personne là, vous voyez les esclaves en soi. Je crois qu'il y avait au moins deux dernières questions. Non, bon, je pense qu'on peut peut-être prendre encore 2 questions. Oui. Merci tout d'abord pour votre exposé très, très intéressant. Vous avez souligné à juste titre et de manière très éclairante le rôle de la ville de Marseille et de celle de Toulon dans cet esclavage reconnu par le pouvoir royal et mis en place par le pouvoir royal. J'aurais 2 questions à propos de cela. Tout d'abord, est-ce qu'il y a d'autres cas d'esclavage mis en pratique par le pouvoir royal au sein du Royaume de France, comme des galériens, de manière assez officielle et reconnue? Et ensuite, comment expliquer ce primat que vous avez bien montré justement de la ville de Marseille et plus généralement du comté de Provence dans cet esclavage reconnu par le pouvoir royal? Est-ce que ça serait pour des raisons économiques l'importance du port de Marseille, ou est-ce que ça serait aussi lié au statut juridique un peu particulier du comté de Provence au sein de ce Royaume de France? Alors, est-ce que la question du statut juridique spécifique du comté de Provence et de la position à l'intérieur du Royaume de France peut avoir une importance? Alors, ouais, Guillaume a l'air d'avoir un avis, moi aussi, mais je pense que... Oui, non, je pense pas. C'est-à-dire qu'on utilise des galères en Méditerranée et pas sur l'espace atlantique. Donc, en fait, l'esclavage des galériens a lieu dans ces 2 grands ports où il y a les arsenaux, Marseille et Toulon. Donc, c'est vraiment assez pragmatique et militaire surtout. Et ce sont des ports privilégiés, ce sont des ports d'arsenal, et c'est pourquoi on les trouve là. Donc non, c'est pas lié au statut du comté de Provence. Et il n'y a pas de port languedocien de galère. Agde, par exemple, n'est pas un port à galère. Et Marseille, en plus, bénéficie d'autres types de franchises, mais en l'occurrence, elles n'ont rien à voir avec la présence d'esclaves musulmans dans ces lieux. Et alors, madame, peut-être vous pouvez... Voilà, je crois que c'était la dernière... On est presque au bout du débat. Moi, je voulais vous poser... avant de vous poser ma question, je voulais vous dire que dans la ville de Nantes, où j'habite, il y a un mémorial de l'esclavage. Et au château des Ducs de Bretagne, il y a une exposition permanente sur le commerce triangulaire. Donc, si par bonheur vous faisiez votre exposition dans l'avenir, je suis sûre que la ville de Nantes, après celle de Marseille, serait ravie de vous accueillir. C'est une exposition itinérante, là, je crois qu'on est en train de construire. C'est ça. Dans tous les musées de la marine. Ah oui. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissez la proportion de galériens qui pouvaient avoir la chance d'être libérés? C'est difficile à savoir. Je dirais que la plupart sont morts en esclavage. Parce que Louis XIV ne voulait vraiment pas faire libérer des esclaves qui étaient toujours en état de ramer. Et donc, à travers des XVIIe, XVIIIe siècles, il y avait des accords diplomatiques entre la France et des pouvoirs ottomans.
du Maghreb. Et certains de ces accords, la France était censée de libérer ces esclaves algériens ou tunisiens. Et souvent, j'ai trouvé d'évidence que même si, et vous avez vu sur le registre, qu'on savait très bien d'où venait tout le monde, mais on censait envoyer des gens, des invalides de Tunis lorsqu'il fallait rendre des Algériens parce qu'ils étaient toujours en bon état pour ramer. Donc souvent, la plupart du temps, les seuls qui pouvaient être libérés étaient soit quelqu'un de très haute naissance qui était demandé par quelqu'un important ou des invalides. Et autrement, on essaie vraiment de ne pas rendre les esclaves. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on arrive malheureusement au terme de notre débat, et un débat qui représente tout à fait ce qu'un éditeur, et a fortiori un éditeur scientifique, peut espérer de mieux des rendez-vous de l'histoire de Blois, parce que c'est vraiment l'idée, quand on est un éditeur scientifique, de donner à lire des livres qui n'existent pas, et en particulier, par exemple, dans le cas d'une traduction qui n'existe pas en français, de contribuer à faire connaître dans un espace comme celui de Blois ce dialogue international de la recherche, et de montrer, au fond, les travaux en train de se faire. Là, on part d'un objet qui est quand même un objet très familier, disons, de l'histoire nationale française, qui est Louis XIV, et on montre que la réinterrogation de cet objet correspond alors à un moment politique, on l'a dit, un moment politique qui pose la question de l'esclavage, la question de la religion, la question de l'épidémie, qui sont des questions qui nous ont tous et qui continuent à nous préoccuper beaucoup, mais un moment qui est aussi un moment scientifique, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi, à partir de ces questions, de faire voir les choses autrement. De porter le regard sur des choses qu'on ne voyait pas pour mieux les comprendre. Alors, on a parlé de la question, par exemple, de l'esclavage. On peut, autour d'une question comme la question artistique, montrer que ce type de travail est aussi simplement une autre manière de réfléchir à l'histoire de l'art, à partir de questions de culture visuelle, à partir d'objets qui ne sont jamais travaillés par l'histoire de l'art au sens le plus traditionnel, c'est-à-dire aller chercher sur des canons ou aller chercher sur des sculptures de vaisseaux une manière de travailler, poser la question du coût humain, qui est plus généralement la question en fait du travail, parce que l'histoire de l'art pose rarement la question du travail au sens du labeur et de sa dimension manuelle. Donc tout ça, je crois que c'est l'intérêt finalement de ce type de démarche, et qui est un intérêt, j'insiste pour finir là-dessus, qui ne porte pas simplement sur la question des contenus, et c'est là où l'histoire tient aux sciences sociales, mais qui porte aussi sur la question des méthodes, c'est-à-dire comment travailler sur le passé, de quelle manière le renouveler, de quelle manière transformer ces méthodes, de quelle manière on utilise au jour Internet ou les données numériques dans la vie quotidienne des historiennes et des historiens, et comment finalement se fabrique le travail scientifique et comment il peut se partager. Alors je vais finir par là en remerciant encore une fois toute l'équipe des rendez-vous de l'histoire de Blois, toute l'équipe des éditions de l'EHESS dont quasiment la moitié était présente ce soir, hein, Jean-Baptiste Boyer, Mylène Verrier, Lorraine Lerche, Johanna Bourgault, Livia Foraison, Clémence Garot. Non mais là aussi il y a un travail qu'il ne faut pas invisibiliser dans le travail éditorial, donc je le souligne. Et puis remercier beaucoup Guillaume Calafat qui a accepté de discuter le livre, Meredith Martin et Gillian Weiss encore une fois, et vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée.